Ça s'est passé lundi soir à l'Élysée, l'ancien maire de Montigny-les-Cormeilles pendant 32 ans qui a mis fin à sa vie politique en 2017 après un dernier mandat de sénateur. L'actualité proche de chez vous avec cette fois-ci Goussainville, la nouvelle usine de décarbonation est entrée en service. Elle doit réduire le fort taux de calcaire présent naturellement dans l'eau du robinet. Les riverains disposant d'un adoucisseur sont invités à le débrancher. Le réseau d'écoute, cette fois-ci d'appui et d'accompagnement des parents du Val d'Oise, organise une grande opération depuis quelques jours. Être parent, une aventure. Des débats sont proposés, organisés aux parents en quête de solutions dans le département du Val d'Oise. Vous avez jusqu'au 27 novembre pour découvrir quelles sont les villes du Val d'Oise qui participent à cette opération. Rendez-vous sur le site rip95.org. Et puis refermons ces informations proches de chez vous avec à la découverte des artisans d'art. C'était mardi, les 7 villes du territoire boucle nord de Seine, Asnières, Bois-Colombes, Colombes, Gennevilliers ou encore Argenteuil organisaient le premier forum des métiers d'art et d'artisanat à Bois-Colombes, un rendez-vous officiellement baptisé la cathédrale des métiers, car après le terrible incendie du 15 avril dernier, l'objectif était de promouvoir auprès de collégiens et lycéens les métiers de l'artisanat et d'art indispensables à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Nous retrouverons d'autres informations proches de chez vous à midi 15. D'ici là, rendez-vous maintenant avec le bar de l'économie. Très bonne journée, à demain matin pour une nouvelle matinale. Il est déjà 9h04. Françoise. Vous pouvez décaler un peu par là? Non, je vous vois. Oui. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait, Philippe? Il dort? Non, voilà. Ah, tu veux pas te passer de moi, hein? Bah non. C'est ça. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour fou. De toute façon, tant qu'il n'est pas parti, je peux rien faire. Ah bon, bah, il n'est pas si gros que ça quand même. Oh, bah tu regardes. L'enceinte. Du beau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Europa City, voyage et notre nouveau monde. Bienvenue au bar de l'économie. Rejoignez-nous tout de suite en vidéo live sur Facebook, page bar de l'économie. Et puis bien sûr en FM 98.0 ou en web radio sur Internet à votre bureau par exemple avec idfm 98.fr, c'est notre adresse. Pour parler de tous ces sujets aujourd'hui, eh bien j'accueille Jean-François Benon, le directeur général du comité d'expansion du Val d'Oise, avec qui nous allons parler bien sûr d'Europa City, d'Atlanta et puis de son voyage au Japon. J'accueille également Jean-François Rodin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général France d'Air Canada. Vous desservez près de 220 aéroports sur 6 continents et la France depuis 1951. 5 nouveautés, je dirais, pour cet automne et l'année à venir. C'est ce qu'on va détailler ensemble. Et puis on fera le point, bien sûr, de la compagnie et des investissements au niveau de vos projets d'avion. À nos côtés aussi, Françoise Louis Chambon, bonjour. Bonjour. Françoise, vous avez un parcours de journaliste, vous avez été rédactrice en chef et vous publiez aujourd'hui Le Nouveau Monde et moi dans la jungle des GAFAM aux éditions libres et solidaires. Un livre à se procurer pour 18 €, un livre à offrir, j'allais dire, car finalement, avec humour, vous vous moquez de notre société, que peut-être vous trouvez ridicule. On va voir ensemble si on peut s'en passer ou pas. Voilà, mais tout de suite, comme d'habitude, ce sont nos infos du jour. Eh bien, la première info du jour, et la seule d'ailleurs, c'est toujours le thème d'Europa City. Pas question d'abandonner ce projet, disent les citoyens et demandent ses habitants aux élus. C'était donc avant-hier soir à Gonesse. Vous avez entendu hier quelques interviews suite à cette réunion. Voici maintenant celle que l'avis de Patrick Renaud, le président de la communauté d'agglomération de Roissy, et l'avis également du sénateur socialiste Rachid Temal. Et puis on aura également l'avis d'une autre habitante de Gonesse. Je vous laisse les écouter. On revient tout de suite après. On va essayer de trouver d'autres projets. Je lui souhaite du plaisir. Hein, Moi j'ai vu parce que c'est un grand nom.
Non mais là aussi, le ministre me dit vous avez un projet alternatif, je dis madame, changez de ton quoi. Voilà. On vous offre 10 000 et 45 000 emplois en tout sur le développement, vous nous offrez 10 emplois. Mais vous voulez qu'on se fasse foutre de notre gueule enfin, on laisse un dossier, tu sais, à la fin, on laisse un dossier. Mais c'est un dossier agricole, ça n'a rien à voir. Voilà, donc nous on va faire, ils ont personnalisé. En fait, on va créer une sorte d'écosystème agricole, puis plein de choses autour. Je dis quelque chose, on va voir, on ne sait pas. Je dis vous avez des partenaires, non. De l'argent non plus. En fait, on a une idée. Et combien d'emplois? Non, c'est pas un problème d'emploi. En fait, il faut élargir la gamme de postes de travail. Alors en fait, on préfère subventionner par de l'argent public plutôt que d'accepter des projets privés, sincèrement. Est-ce qu'on est incapable en France de penser des grands projets de 3 milliards d'euros comme ça existe dans plein d'autres pays? Alors, il est clair qu'aujourd'hui, on a un problème en France, on l'avait avec notre des Landes aujourd'hui sur le fin de Gonesse, on a un problème d'acceptation de grands projets, ce qui sont parfois structurants, parce que rappelons-nous que le Stade de France, ça a été une vraie locomotive pour la Seine-Saint-Denis, donc c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on dit là? On dit, nous, en fait, ce territoire-là, il est en termes d'emploi, en termes de logement, en termes de transport, il y a des difficultés. Donc, on demande à l'État d'intervenir. Là, il y avait une initiative privée, dans un cadre que je rappelle, le SDRIF. Si on nous dit que dorénavant, en fait, on refuse l'initiative privée et que l'État n'a pas le début d'un euro à mettre sur la table, la question c'est on laisse ces inégalités telles quelles. Donc moi, je ne m'y risque pas. Après, moi, c'est ce que je dirais tout à l'heure, moi je suis pour faire de ce territoire-là un territoire exemplaire en termes de développement durable. Développement durable, je rappelle, c'est un pilier social, un pilier économique, un pilier environnemental. Donc faisons, et je dis chiche à l'État et au président de la République, faisons de ce territoire-là cela. Et je crois que cela est possible. Puisque... Oui, mais alors si on fait ça, pourquoi est-ce qu'on autorise en ce moment les constructions des entrepôts chinois sur des terres agricoles? Personne n'en parle. Je ne suis pas l'État. Moi, je vous dis ce qu'il faudrait faire. Allons au fond de votre pensée. Ma pensée, elle est très simple. Je dis que sur cette zone-là, on peut faire à la fois une agriculture respectueuse, agricole, etc., et à la fois des éléments sur le social, sur l'économie. On peut faire ça. Je vais rappeler que c'est le sénateur. Croyez-moi que les Français avaient dit à Emmanuel Macron qu'ils voulaient que l'argent public soit dépensé autrement. Je crois qu'ils ont surtout dit au second tour non au FN et pas oui Emmanuel Macron. Alors c'est la droite et la gauche réunies pour vous, Patrick Renaud? Comme d'habitude, sur ces beaux projets, on est toujours d'accord, comme vous le savez. On a un projet, à chaque fois qu'on a un beau projet, les 42 communes nous suivent. Et là, les 42 communes se disent qu'est-ce qui peut se passer au plus haut niveau de l'État lorsqu'on nous supprime d'un coup de baguette autant d'efforts, autant de... En plus, c'est un super projet qu'on avait affiné au fur et à mesure des années, qui n'avait plus rien à voir avec ce que les gens pensent. Mais pourquoi, à votre avis, ne peut pas-on réamender de nouveau ce projet pour réamender parce que, vous savez, madame, quand le président décide, on ne vient jamais. Il y a une espèce d'autocratie, quoi, dans notre pays. C'est lui qui a décidé. Il voulait... Alors, vous voyez, moi, je suis d'une droite qui est peu habituée à ce genre de choses. Comme vous le savez, je suis déjà descendu 2 fois pour bloquer la rue du Bac parce que vous ne voulez pas m'en savoir pour la ligne 17, vous vous souvenez? S'il faut recommencer, on recommencera, mais quand même, franchement... laissons-nous faire, on est des élus de terrain responsables, on essaie de trouver des solutions en commun, on essaie d'être solidaires. Vous voyez bien, je vais le redire tout à l'heure, on nous dit mariez-vous, la vie va être belle parce que vous allez prendre des gens très pauvres, mais en même temps on va vous donner un bijou. On en tient le bijou, mais les pauvres sont installés, et vous croyez qu'on va continuer à les aider, bien évidemment. Et quelle difficulté supplémentaire! Et où l'État là-dedans? L'État, on en a besoin pour justement essayer de trouver solidarité avec nous. Mais il nous manque aujourd'hui, il nous manque, il nous a trahis. Donc en fait, la France préfère financer les quartiers politiques de la ville plutôt que d'accepter les projets privés, c'est ça? Mais les projets privés sont là pour alimenter les caisses de notre propre communauté et des villes et qui vont dans les QPV en premier. Mais c'est un faux problème. Et puis au fond, on nous dit on va redévelopper d'autres projets, mais avec qui? L'État n'a pas d'argent, on va le développer avec le privé, ils n'ont plus confiance dans la promesse de l'État. Quels sont pour vous, comment vous pouvez agir du coup? Je pense que, on va pas se laisser abattre, on va essayer de se remonter, de dire, et je le dis souvent, il y a un jeu, c'est la bataille navale, toucher mais pas couler, on va essayer de se reprendre un peu, mais au fond, j'ai quand même dit à la ministre, quand elle m'a appelé pour annuler ce projet, j'ai dit, mais il va falloir 30 à 40 ans pour retrouver un paquet de milliards pareil. Il ne faut pas se faire d'illusions. Est-ce que vous appelez les citoyens à vous suivre et à vous suivre dans la rue éventuellement? Je suis prudent. Je ne veux pas non plus que ça tourne en bazar. Et je me fais attention. Autant que j'ai beaucoup de respect et je pense que les emplois qu'on lui proposait étaient des formidables pour cette banlieue en difficulté.
Et je crois que c'est un coup dur, parce qu'il y a des emplois sur le cirque, sur les arts de la rue, ils sont épatants et ils pouvaient montrer leur talent. Et ça, c'était des emplois qui collaient très bien avec notre situation. Eh bien, apparemment, certains ne l'ont pas compris, mais vous savez, je suis toujours un peu méfiant, il faut faire attention au débordement. Et aujourd'hui, je ne veux pas non plus être pris comme responsable et de dire c'est toujours facile à foutre ce bazar. C'est pas trop dans mes idées. Je suis plutôt un homme calme. Non, mais on peut aussi défiler pacifiquement. Il y a différents moyens. Complètement, oui, bien sûr. Sauf que de temps en temps, il y en a aussi qui se démerderaient peut-être pour. Qui s'infiltrent. Qui s'infiltrent, voilà. Donc ça peut être embêtant. Et qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Valérie Pécresse de développer un fonds de 500 millions d'euros pour le Val d'Oise? C'est faisable? Si elle le dit, prenons-la, au contraire, on est tout à fait d'accord. Je crois que la présidente du département sera ravie. Je crois qu'allons-y. Je crois qu'au contraire, si. Elle a senti aussi qu'il y avait quand même, par rapport à notre département voisin du 93, peut-être une certaine insuffisance dans les fonds publics. Vous voyez bien qu'on voit la carte, on est entre le 93 et le morceau du 95 qu'on a nous, c'est assez ressemblant quand même au niveau de la population, et il ne faut quand même pas faire de différence. Je crois que cette population est très troublée, il me semble. Et ils me l'ont dit l'autre jour, vous étiez présente, et ils l'ont dit avec leurs mots. Et ils sont venus à l'antenne me le dire. Bah oui. Et que quelquefois, c'est nous qui sommes les plus proches d'eux qui allons être obligés de leur répondre. Merci beaucoup. Donc vous avez entendu en premier Rachid Temal, le sénateur socialiste. Et puis là, c'était donc Patrick Renaud, élu de droite, président de la communauté d'agglomération de Roissy, donc tous solidaires. On écoute maintenant l'avis d'une citoyenne. Voilà ce qu'elle pense du projet. Ce projet, comme je le voyais au niveau international, ce projet débutait lentement, avec au départ des Parisiens qui allaient venir à Europa City, de Paris, de la région parisienne, mais petit à petit, des millions de touristes allaient venir. C'est-à-dire que la ville de Gonesse allait être reconnue pratiquement dans le monde entier. Et ça, c'est formidable. Et c'était surtout au niveau culturel où j'étais emballée par ce projet, parce qu'il y aurait eu des musées internationaux. Vous savez, les étrangers, ils voyagent, ils seraient venus à Gonesse, après, ils seraient venus à Saint-Denis, puisqu'à Saint-Denis, la basilique, elle est visitée par 170 000 habitants par an. Le nombre de touristes à Saint-Denis aurait augmenté, 1 million, 2 millions. Ils seraient allés à Paris, ils seraient allés dans le Val d'Oise ailleurs, visiter d'autres villes. Et je trouve que c'était formidable. Et je trouve ça que, on va se battre justement pour continuer ce projet, pour que les jeunes puissent avoir des emplois à Gonesse, à tous les niveaux, sans diplôme, avec diplôme, avec des masters. Il y en aura pour tout le monde. Et je pense que ce projet, il va vivre. Il va vivre parce que Gonesse doit sortir de cet enclave avec le métro également. Parce que le métro, c'est très important pour aller chercher des jobs à Paris ou ailleurs. Et la ligne 17, elle est importante pour la ville de Gonesse, pour le Val d'Oise. Il faut savoir que je me balade un peu aussi ailleurs. Il faut savoir que pour le Grand Paris, bon, il y a des travaux, monsieur l'a dit, au niveau des métros, il y a des chantiers partout, il y a des chantiers à Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine, les Vitrioles, ils ont des projets pour le nouveau métro à la gare des Ardoines qui va être abandonné. C'est une grande friche et il y a des tas de projets pour Vitry-sur-Seine. Alors pour Gonesse, il faut qu'on aille ensemble dans le sens. Et Gonesse serait une ville internationale qui sera un phare dans le monde comme New York ou ailleurs. Voilà, c'était donc, vous l'avez entendu, l'avis d'une citoyenne pour ce projet, comme elle a dit, international, alternatif, puisque c'était un projet à la fois culturel, de loisirs, avec une ferme urbaine, agricole, mais aussi des grandes signatures de musées qui venaient s'installer à Gonesse. Donc on verra si le projet va revoir le jour sous une autre forme ou pas. En tout cas, on attend de voir ce que vont faire les habitants et les élus et on vous tiendra au courant. On vous passera d'autres interviews lundi dans cette émission. Et puis merci à Philippe pour la technique sur ces interviews. Tout de suite, on va faire notre première pause musicale et après, place à nos invités du jour. C'est quel?
Passe quoi, Charles? Là, c'est qui? C'est Shawn Mendes? Ouais. D'accord. T'as vu que j'ai mis le dernier clip de Jean-Louis Aubert? Ouais, j'ai mis aussi. D'accord. Bah, tu me diras ce que t'as choisi. Ouais, alors c'est quoi l'interview là que tu m'as dit là? Romuald. Romuald. Siora, oui, mais il faut enlever les 12 premières secondes. Je sais pas si. Bon, il va arriver, je pense. On va modifier notre ordre du jour. On s'adapte. Tout va bien. Les aléas du direct. Comment? Les aléas du direct. Oui, bah ça arrive. Le pire, c'est quand les gens se décommandent la veille au soir. Alors là, ça m'oblige à faire beaucoup d'infos. Vous passez beaucoup de musique? Dans mon émission? Ah non, justement. Très Non, peu. je dis où à passer beaucoup de musique? Ah oui, plus de oui, musique. c'est ça. Non, en général, d'ailleurs, ça les énerve tous. Que je coupe. Moi, c'est que des extraits, hein, ce que je passe. 1 minute, 1 minute 30 maximum. C'est juste pour annoncer des nouveautés, c'est pour ça que je le fais. Ça ressemble à de l'équilibrisme parfois. Non? Dans l'ensemble, ça va, non? Oui, il n'y a pas de... Non. Non, et puis ce qui n'est pas évident, c'est quand il y a beaucoup d'invités, comme 5 ou 6 personnes, et que tout le monde ait bien son temps de parole, là, il faut jongler avec l'horloge. Mais là, ça va, vous êtes cool aujourd'hui. On est cool. Pourtant, ils sont pas encore battus. Non. On n'a pas trop de sujet de divertissement, je crois. Non, ça va être un peu difficile, mais enfin. Une fois, c'était un peu vraiment... tendu. Une fois, c'était un peu tendu. C'est vrai. Je sais pas si c'était avec toi ou avec Jacqueline. Ah bon? T'as Ah trouvé? ouais, j'ai trouvé assez... Ça arrive. Oui, ça doit arriver. Ah oui, si, je vois ce que tu veux dire. Allez, on reprend. 20 secondes. Comment il s'appelle ce titre, tu peux me Ça, dire? c'est Ed Sheeran, c'est Non. South of the Border. C'est Ed Sheeran, c'est pas Shawn Mendes? Non, c'est Ed Sheeran. Avec Camilla, je crois pas. Ah, d'accord. Voilà. Tu vois qu'il est là. Tu croyais qu'il allait te lâcher, hein? Bon, Jean-François, Oui. je viens de parler, Ah, il de va. donner les interviews d'Europa City Oui, bien sûr. de Patrick Renaud. Nous voici de retour au bar de l'économie. C'était donc le dernier titre de... Excusez-moi, Sheeran. je vais vous retrouver d'Ed Sheeran, voilà, un extrait. Et maintenant, bien sûr, il va falloir que vous alliez acheter ce joli disque. Alors, nous venons de vous parler d'Europa City en vous faisant entendre les interviews de Patrick Renaud et de Rachid Temal, Rachid Temal, sénateur socialiste du Val d'Oise, et puis d'une habitante également qui classait bien ce projet comme un projet international. On voit bien que tout le monde est solidaire dans le Val d'Oise. Jean-François Benon, vous êtes le directeur général du comité d'expansion du Val d'Oise. Comment classez-vous ce projet qu'est ou qu'était, on ne sait plus à quelle conjugaison il faut parler pour Europa City? Écoutez, si on se place en technicien, quand on regarde un projet de cette nature, on se rend compte qu'il s'agissait ou qu'il s'agit d'un projet qui est de nature totalement internationale. Je veux dire, aujourd'hui, en Europe, un projet de 3,3 milliards d'euros d'investissement privé représentant la création de 13 000 emplois, je vous mets au défi de chercher, et nous travaillons, nous, avec une vision internationale sur ce genre de dossier. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de dossiers de ce type-là. En France, c'est le seul de cette nature, et au niveau européen, c'est également, à ma connaissance, le seul. Et si vous en trouvez un autre équivalent, je vous invite à nous le transmettre. Donc, je veux dire par là qu'on avait affaire avec l'engagement de la société Citrus et du groupe Vanda, qui étaient les deux associés dans cette aventure, un projet d'envergure mondiale. De même nature que ça pourrait être un projet de type Disney, quand ils implantent des parcs thématiques. L'ambition était quand même de recevoir plus de 30 millions de visiteurs par an dans un territoire, et en apportant des équipements sur un territoire qui en a cruellement besoin. Je pense que ça a été répété et dit à plusieurs reprises par les élus, qui sont quand même, à ma connaissance, les mieux concernés, les plus informés sur les besoins de leur population et sur l'intérêt de leur population. La réunion publique dont vous avez fait état, qui a eu lieu il y a quelques jours, a
bien montré que c'était les habitants qui se sont exprimés beaucoup, et c'était unanime. Je veux dire par là qu'il y avait vraiment une attente autour d'un projet de cette nature. Et donc, voilà, je crois qu'il faut que la mobilisation se fasse. Il faut que, si le gouvernement a un projet équivalent à proposer en alternative, le débat mérite d'être ouvert, naturellement. Et s'il n'y a rien en face, et s'il s'agit de sacrifier un investissement privé de 3,3 milliards d'euros, créateur de 13 000 emplois, sans proposer une alternative au territoire, ça pose quand même de véritables questions. Parce que je peux vous assurer, pour être directeur d'une agence de développement économique depuis de nombreuses années, et d'être dans cette compétition des territoires sur le plan international, qu'un projet de ce type-là, n'importe quel territoire dans le monde se battrait pour l'obtenir. Et d'ailleurs, vous avez suivi l'actualité il y a quelques jours, les responsables de Citrus ont d'ores et déjà été contactés par les agences de développement et les responsables politiques et économiques du sud de Londres, qui ont expliqué qu'ils étaient tout à fait ouverts à l'idée que le projet puisse se faire à Londres. Ça serait quand même un sacré camouflet pour la France, pour notre région, pour notre département, pour ce secteur, si un projet qui était refusé comme ça brutalement en France venait à s'implanter dans les mêmes conditions dans le sud de Londres. Je trouve que ça serait tout à fait important. Voilà, donc nous on est convaincus que c'est un projet qui a du sens, qui a beaucoup évolué et qui a été vraiment caricaturé ces derniers temps, y compris au plus haut niveau de l'État. On avait l'impression sincèrement que ceux qui ont tranché ce dossier ne connaissaient pas bien la réalité de ce que recouvrait ce dossier. Monsieur Patrick Renaud a rappelé que lorsqu'il a eu la ministre au téléphone, celle-ci lui a encore parlé. La ministre des Transports, je précise. Madame Borne lui a dit au téléphone, et je ne fais que redire ce qu'il a dit, qu'elle lui a dit, vous comprenez, c'est un projet daté, avec une piste de ski. Or, tous ceux qui connaissent bien le dossier savent que le concept même de piste de ski a été écarté au tout début de l'aventure, et qu'aujourd'hui c'est un projet qui n'était pas un centre commercial comme il a été caricaturé. Il y avait, je crois, de mémoire 17% de commerce dans ce projet. Par contre, il y avait des équipements publics et des équipements qui intéressaient non seulement des visiteurs internationaux, mais également énormément les habitants du secteur. Des salles de spectacle, des centres culturels, des musées, des choses qui sont utiles pour un territoire qui manque sérieusement de ce type d'équipement. Et d'ailleurs, la déception affirmée par les habitants du secteur était à la mesure de la nature de ce projet. Voilà, donc c'est vraiment pour l'instant une vraie déception. Ceci dit, j'ai eu l'occasion de le dire lors de cette soirée, il y a une vraie cohésion dans ce département. On est un peu victime depuis quelques années d'un manque d'intérêt de beaucoup de monde. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que ce n'était pas un projet public, c'était un projet 100% privé, et il n'y avait pas un centime d'argent public. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on va nous proposer des alternatives avec de l'argent public. Ce serait quand même paradoxal que ce soit l'argent public qui soit obligé de venir compenser un projet qui était totalement privé. Et moi, vous savez, en tant que directeur d'agence de développement, j'ai beaucoup de respect des investisseurs privés. Parce que quand on risque 3,3 milliards d'euros sur des fonds d'une entreprise, dans le pays dans lequel nous sommes, où on a quand même une perfusion assez régulière d'argent public, je crois qu'il faut quand même qu'on reconnaisse et qu'on salue la décision d'entreprises privées de faire confiance à notre territoire. Ce qui est paradoxal, encore une fois, c'est que le secteur public qui devrait faire confiance au territoire retire un projet dans lequel les entreprises privées, elles, font le pari du territoire. On ne met pas 3,3 milliards d'euros d'argent privé si on n'a pas la conviction que le territoire le mérite et qu'il est porteur. Donc voilà, c'est ça qui est assez cruel dans cette aventure. Et bon, elle n'est pas finie, l'aventure. Il y a vraiment une cohésion, je vous le disais, totale des acteurs politiques, mais surtout également économiques du territoire, autour de la Chambre de commerce, autour du MEDEF, autour de la CPME, autour de Roissy Entreprises, autour de toutes les structures qui, de près ou de loin, réunissent des patrons, et ça a été très bien des patrons, des dirigeants d'entreprise. Ça a été très bien dit l'autre soir. Il y a une vraie envie de ne pas laisser partir des projets de cette nature ailleurs que dans le Val d'Oise. Voilà. De toute façon, nous passons depuis déjà quelques jours, tous les matins, nous parlons de ce sujet. Nous passons toutes les interviews dans notre émission. Lundi, je vous passerai 3 autres interviews de citoyens qui ont extrêmement bien parlé. C'est très intéressant de les écouter. On a quand même le sentiment que là, il s'agit d'une décision effectivement venue d'en haut. Jupiter, comme disaient les grands médias il y a quelques mois,
en parlant de notre président, mais on a plus l'impression cette fois-ci qu'il s'agit d'une prise de position purement politique, politicienne, comme les Français n'en veulent plus, puisqu'on a plus l'impression qu'il s'agit d'une décision pour calmer soi-disant les Verts en vue des prochaines élections, j'imagine, municipales, mais je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas un retour de bâton. C'est ce qu'on verra d'après ce que disent les citoyens. Peut-être d'ailleurs que Jean-François Rodin, vous habitez le Val d'Oise. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce système? Je ne connais pas très bien le dossier, donc je m'abstiendrai d'en parler. Néanmoins, les territoires, c'est aujourd'hui la source de développement de nos entreprises. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, Air Canada, cette année et en 2020, va faire le pari des territoires. Alors, c'est pas le Val d'Oise, même si on est présent depuis 1951 et on a un gros acteur économique et tout ce qui vient d'être dit, on le partage. Sans développement local, sans investissement privé, la compagnie aujourd'hui que je représente n'aurait pas autant de liaisons et ne se développerait pas aussi vite. Tout n'est pas une question de tarification, de billets. Voilà, on a besoin d'un tissu économique fort, on a besoin de tourisme, que ce soit à l'export, donc des Français qui se rendent à l'étranger, au Canada et ailleurs, mais également beaucoup d'étrangers qui viennent investir en France. Mon job tous les jours, et je le dis à mes équipes, c'est pas simplement de vendre des billets d'avion, remplir des avions, c'est aussi d'être le facilitateur du développement économique entre la France et le Canada. Et puis parfois, on peut aussi aider les Canadiens à considérer la France comme un lieu d'investissement pertinent pour leur business. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François Rodin. Alors, Jean-François Benon, vous étiez justement, vous avez compris que Jean-François Rodin est directeur général d'Air France Canada. Ouais. Vous étiez justement à Atlanta il y a quelque temps pour un séminaire sur l'aéroportuaire et l'aéronautique. Qu'en est-il ressorti de ce séminaire? Quelle tendance pour le futur? Écoutez, le séminaire auquel nous participions, qui est la 12e édition de ce séminaire, est un séminaire qui s'appelle le séminaire international sur les places aéroportuaires, SAA, Sustainable Airport Areas, qui porte sur la vision partagée au niveau international que l'on peut avoir autour des principaux aéroports dans le monde, non seulement sur l'exploitation de l'aéroport lui-même, avec les compagnies, même si le sujet est crucial, mais nous n'avons pas, nous, cette compétence-là. Par contre, le sujet partagé autour de ce séminaire, c'est comment se développent les territoires aéroportuaires, les places, ce qu'on a appelé la place aéroportuaire. On parle de la place financière, nous on parle de la place aéroportuaire. Et donc l'objectif, c'est de partager avec les plus grands aéroports du monde, ou en tous les cas les plus avancés dans ces questions-là, comment on regarde, comment l'aménagement, comment la dynamique économique et sociale, comment la dynamique environnementale peut se faire autour d'un aéroport considéré comme un objet d'aménagement et de diffusion par polarité de dynamique économique. Bon, l'aéroport Charles de Gaulle, vous le savez, c'est 72 millions de passagers. C'est un des principaux aéroports dans le monde. Nous avons tenu cette année ce séminaire, il alterne. Et cette année, il a été organisé à Atlanta. Je rappelle qu'Atlanta, c'est le premier aéroport du monde en nombre de passagers. Pas de passagers internationaux d'ailleurs, parce que c'est beaucoup de passagers domestiques, comme on dit. Mais enfin, en tous les cas, c'est le premier aéroport mondial en nombre de passagers. C'est-à-dire que c'est très intéressant pour nous de partager avec Atlanta, qu'on connaît bien, avec les autorités de cet aéroport. On travaille depuis de très nombreuses années pour partager des bonnes pratiques d'aménagement, pour voir comment on peut imaginer un aéroport qui ne soit pas refermé sur lui-même, mais qui profite, encore une fois, par diffusion de produits économiques aux habitants, aux entreprises et plus globalement au territoire. Voilà quel était l'objet. Alors on avait autour de la table les plus grands aéroports du monde, y compris d'ailleurs les aéroports chinois. Je rappelle que ce séminaire l'an dernier, nous l'avons tenu dans le district de Daxing, qui est l'endroit au sud de Pékin où vient d'ouvrir il y a quelques jours le nouvel aéroport international
Pékin, le deuxième aéroport de Pékin. Nous l'avons organisé il y a quelques années à Pudong, qui est le deuxième, le grand aéroport international de Shanghai. On l'organise à Paris, évidemment, régulièrement. Donc, chaque fois, c'est l'occasion à la fois de découvrir sur place des bonnes pratiques, et nous avons beaucoup travaillé pendant ces 3 jours avec les autorités qui gèrent l'aéroport d'Atlanta. Je rappelle d'ailleurs qu'à Atlanta, c'est assez original. L'aéroport est propriété de la ville d'Atlanta. En fait, le patron de l'aéroport, c'est tout simplement le maire, la maire en l'occurrence d'Atlanta. Et c'est tout à fait intéressant, au moment où on parle de privatisation d'aéroports de Paris, de voir comment l'implication des élus locaux dans la gestion opérationnelle d'un aéroport peut amener à des perceptions, à des décisions un peu différentes de celles qu'on peut avoir nous, dans cette opposition parfois un peu stérile entre l'aéroport producteur de nuisances aériennes et la dynamique économique. À Atlanta, sincèrement, le fait que l'aéroport soit propriété de la ville, on voit bien comment cette dynamique économique est diffusée, y compris dans des opérations de réaménagement urbain, dans des opérations d'intégration sociale, d'orientation vers l'emploi, etc. Il y a beaucoup de leçons à prendre dans un type de management public tel qu'on peut le voir à Atlanta. Je ne dis pas que c'est la panacée forcément, mais en tous les cas, le fait que cet aéroport soit intégré dans la gestion des décideurs politiques locaux en fait un outil qui, à partir de sa richesse, diffuse cette richesse dans les quartiers les plus complexes, dans des opérations lourdes de rénovation urbaine et dans une dynamique environnementale qui est tout à fait exemplaire. Voilà. Donc beaucoup d'échanges de bonnes pratiques, beaucoup de discussions, signature de conventions. On a profité de ce séminaire pour signer des conventions de partenariat entre on a autour de l'aéroport de Charles de Gaulle une structure qui s'appelle le GIP Emploi Roissy CDG, qui anime une démarche, une alliance des acteurs du territoire, public-privé, qui s'appelle Upstart Paris Région. Eh bien, nous avons re-signé un partenariat avec l'équivalent, la structure équivalente, l'Aérotropolis, la structure équivalente de l'aéroport d'Atlanta, et on a des partenariats du même type avec Shanghai ou avec d'autres aéroports dans le monde. Donc tout ça permet de comprendre que nous avons avec les aéroports finalement beaucoup de chance, même si la nuisance environnementale est une réalité, même si tout ça mérite d'être beaucoup amélioré sur des process d'atterrissage, de décollage, la descente continue, les décollages les montées rapides et les descentes un peu rapides. Tout ça, c'est des choses qui doivent progresser sur le plan environnemental. Mais à côté de ça, un aéroport, c'est un magnifique moteur de développement économique et d'ouverture sur le monde. Et pour nous qui sommes l'agence de développement économique du Val d'Oise, il est évident que l'on mesure tous les jours comment l'attractivité d'un territoire aéroportuaire peut se mesurer à l'international. Je rappelle que dans le Val d'Oise, nous avons plus de 1200 sociétés à capitaux étrangers, et que ce n'est pas par hasard, et que si on continue à accueillir des sociétés et des investissements chinois, japonais, nord-américains, canadiens, québécois, c'est pas par hasard, c'est bien parce qu'il y a une logique, et que quand on est installé dans le Val d'Oise à côté de Charles de Gaulle, on est sur une porte ouverte sur le monde, et c'est un atout formidable, évidemment, à une condition, c'est que, encore une fois, et c'est tout le sujet, que les emplois qui sont générés par cette dynamique économique profitent suffisamment aux habitants du secteur. Et là, il faut bien reconnaître qu'en Val d'Oise, on a encore des progrès à faire, puisque sur les 92 000 emplois directs et les 400 000 emplois indirects de l'aéroport Charles de Gaulle, c'est énorme, c'est un des plus gros pôles économiques européens, il y en a encore trop peu de ces emplois qui profitent directement aux habitants du Val d'Oise. Et là, le combat continue à devoir être mené, et c'est pour ça, et ça fait le lien, que le projet EuropaCity est un projet structurant, parce que lui proposait des emplois directement offerts et à préparer longtemps à l'avance par des formations anticipées aux habitants du territoire. Bien sûr, mais il permettait aussi aux voyageurs qui faisaient escale à Paris de pouvoir rester 2-3 jours et donc de proposer des nouvelles alternatives de loisirs, comme le font d'ailleurs les Espagnols. Donc on voit que Madrid l'a très bien compris tout de suite. D'ailleurs, Jean-François Rodin, je vous vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Alors, les investissements pour Air Canada, quels sont-ils dans le futur ? Alors, en 2020, la province est encore une fois à l'honneur. En 2019, nous avions lancé une nouvelle liaison au départ de Bordeaux, donc vers Montréal.
Nous accélérons cette croissance en province en 2020. Nous lançons donc Toulouse-Montréal. On parlait de la dynamique économique Toulouse-Montréal et l'expression de la dynamique économique aéronautique, du secteur aéronautique. Vous savez que Airbus a des grands projets en Amérique du Nord avec la prise de participation dans le constructeur canadien Bombardier, qui a donné lieu à la naissance d'un appareil qui va être un appareil sans doute fondamental pour la croissance de beaucoup de compagnies aériennes, qui est l'A220, et à ne pas confondre avec l'A320, qui est un appareil monocouloir d'une capacité de 130 à 140 sièges. Alors expliquez peut-être aux auditeurs ce que ça veut dire monocouloir. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, l'avion est traversé par un couloir, à la différence d'un gros porteur type 747 à 330, qui en général sont donc une cabine qui est avec deux couloirs. Voilà. Donc des plus petits avions, c'est le choix d'Air Canada, oui, voilà, de repartir dans des investissements avions moins gros. C'est-à-dire que voilà, la flotte aujourd'hui, long courrier, gros porteur, elle est en place, elle continue de se développer, mais aujourd'hui les sources de croissance sont sur les régions, les liaisons dites secondaires. C'est-à-dire là où auparavant nous n'avions pas la possibilité de lancer des lignes parce qu'il y a un potentiel de trafic insuffisant ou parce que les appareils dont nous disposions ne nous permettaient pas d'assurer cette liaison de façon profitable. Aujourd'hui, avec un appareil de petite capacité, mais avec un très long rayon d'action, je donne juste une image, l'A220 va permettre de faire un New York-San Francisco, donc un vol de près de 5-6 heures, avec une capacité qui est réduite. Donc ça va nous permettre d'ouvrir de nouvelles liaisons vers des villes secondaires, et puis de proposer des fréquences, là où on opérait par exemple un vol par semaine, on va pouvoir faire un vol quotidien. Et ça change tout dans une dynamique de développement économique, je reviens sur ce sujet-là. Parce que là où vous vous lancez une liaison, vous avez automatiquement un développement économique, touristique. C'est le cas à Bordeaux cette année, où on a une croissance du nombre de passagers, bien sûr, de Français qui se rendent au Canada et au-delà, mais également de Canadiens qui viennent apprécier le tourisme français. Voilà, donc on lance bien entendu Toulouse-Montréal, donc ça c'est vraiment la grande actualité de la compagnie, donc à l'année. On continue de croître au départ des aéroports du Sud, Marseille avec une 4e fréquence, Nice avec une 5e fréquence. Nous renouvelons bien sûr Bordeaux, donc c'est un investissement important pour la compagnie canadienne que je remplace, que je représente vous représentez, oui. Voilà, et c'est 14% de sièges en plus cette année. Donc c'est un investissement important après une année 2019 qui n'était pas non plus négligeable. On avait 6% de sièges. Voilà. Vous ouvrez aussi une 6e fréquence sur la ligne Lyon-Montréal. Merci. On peut Florence dire. de me rappeler à l'ordre. Effectivement, Lyon fait partie de nos investissements depuis 3 ans. Nous avons ouvert cette ligne. Année après année, on rajoute une fréquence. L'objectif en 2021 est d'arriver avec un vol quotidien à Lyon. Donc je rappelle vos villes phares finalement en France, bon bien sûr Paris, mais il y a aussi donc Toulouse, Lyon, on vient de le dire, Nice également. Nice également, voilà, donc je parlais tout à l'heure de la croissance également en 2020 avec une 5e fréquence, voilà, et puis souvent on l'oublie, mais nous sommes présents ailleurs en France, à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre depuis près de 30 ans. Donc nous opérons bien entendu des vols au départ de ces villes vers le Canada, et pas vers bien entendu la métropole, je précise. Il y a un vrai courant entre ces régions, et cette année... C'est vrai que l'Amérique du Nord va beaucoup aux Antilles. Exactement, et il y a beaucoup d'Antillais présents à Montréal, voilà, qui vont faire soit leurs études, soit qui ont migré. Ah oui, parce que c'est pas loin, c'est pas loin pour eux. C'est 4 heures de vol. C'est comme si nous, on faisait presque Paris, je sais pas moi, Paris-l'Italie. Un peu plus loin, ou la Grèce, ou la Turquie. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment très rapide. Donc c'est 40 vols hebdomadaires entre 8 villes de France, donc chaque semaine. Chaque semaine, c'est énorme. Et puis alors Marseille également, on n'en a pas parlé. Vous allez aussi rajouter, vous renforcez votre liaison avec Marseille. Également, nous augmentons la capacité de 25% l'année prochaine, donc au départ de Marseille, avec une ville qui est extrêmement dynamique. Les liaisons entre
Marseille et le Canada sont fortes. Également l'aéronautique, hein, on a Airbus Hélicoptère qui est présent à Marignane et qui est très actif en Amérique du Nord. Donc voilà, non, que des bonnes nouvelles au départ de province. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon des nouvelles lignes ou des lignes renforcées sur la France et les Antilles. Jean-François Rodin. Jean-François Benon, vous vouliez intervenir? Oui, simplement pour rebondir et pour saluer effectivement la dynamique d'une compagnie comme Air Canada qui est totalement exemplaire, hein, parce que quand on discute avec nos collègues en province, il y a vraiment toujours un peu de souffrance de temps en temps à considérer qu'il est compliqué pour eux d'attirer des compagnies aériennes qui ouvrent des routes directes sur l'Amérique du Nord. Et il y a même souvent un peu de critique d'ailleurs à la compagnie nationale Air France qui n'a pas cette audace. Alors c'est sans doute lié à l'arrivée de nouveaux modèles économiques, ça aussi on en parle beaucoup entre nous dans nos milieux. C'est aussi l'arrivée de nouveaux modules d'avion. Vous en parliez avec l'Airbus 220, mais là en l'occurrence pour du transatlantique c'est pas ce type de module. Par contre il y a un avion miracle qui est intégré dans les flottes et chez Air Canada je crois, qui est l'Airbus 321 Neo et qui est en train de révolutionner, on en avait déjà parlé ici avec vous, qui est en train de révolutionner le transport aérien international parce qu'il permet précisément de mettre en ligne des modules d'avion d'une capacité réduite. C'est des monocouloirs, mais des monocouloirs qui avaient été conçus au départ pour faire du moyen courrier et qui finalement sont tout à fait adaptés pour faire du long courrier, au moins transatlantique ou du côte à côte aux États-Unis. Et donc ces avions sont en train de changer la donne. Et c'est pour ça que des compagnies comme Air Canada ont compris, peut-être bien avant d'autres d'ailleurs, parce que c'est pas encore courant, mais moi je salue vraiment cette vision stratégique d'Air Canada, qui a compris qu'on pouvait aujourd'hui proposer à des villes de province en France des liaisons directes sur l'Amérique du Nord. C'est totalement révolutionnaire parce que l'un des écueils qu'il y avait à faire ça, c'était de mettre en place des avions qui n'étaient pas adaptés. Si vous mettez un 777 ou si vous mettez un Airbus 330 sur ce type de liaison, c'est pas certain que vous allez le remplir, notamment la classe avant, la classe affaires, qui n'est pas toujours facile à remplir dans des villes de province. Il n'y en a pas la public. Ça coûte cher, il faut Or, avouer. on sait bien que dans une compagnie aérienne, ce qui permet de faire l'équilibre financier, c'est la classe avant. Et il y a eu beaucoup d'échecs. Hein. Delta a ouvert des lignes à Lyon, ils les ont fermées, ils les ont réouvertes. Ça a été pareil à Nice, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, quand on est un peu agile, et là je crois que c'est l'agilité d'une compagnie comme Air Canada, d'arriver à intégrer et de comprendre qu'on peut aujourd'hui mettre en flotte des avions de ce type-là, au moment où Air France est encore en train de réfléchir à l'intégration de la 321 dans sa flotte, parce qu'on en avait discuté avec M. Janaillac, le précédent président, il était en train d'hésiter, et Ben Smith n'a pas encore tranché cette question-là. Moi, on observe, nous, avec une certaine gourmandise, comment des compagnies de type Air Canada font la preuve au quotidien. Quand on entend le nombre de villes desservies aujourd'hui à partir de la province, on se dit que le modèle économique, il ne doit pas être si mauvais que ça. On observe aussi des expériences franco-françaises comme la compagnie, hein, qui ont compris aussi qu'en mettant des avions modernes, économiques, comme le 321, on arrive à faire tourner des lignes entre Paris, Orly et New York 2 fois par jour sans aucun problème, et en plus avec une configuration toute classe affaires, ce qui est assez original aussi, et ça marche. Et donc le transport aérien est vraiment en révolution, mais c'est des compagnies comme celle-là qui en font un flop. Dernière chose, Air Canada, c'est aussi l'alliance Star Alliance, c'est Star, et donc c'est derrière le groupe, c'est cette capacité à proposer aux clients un aller avec Air Canada, un retour avec United ou avec des compagnies, d'autres compagnies du groupe Lufthansa, etc., du groupe Lufthansa. Donc cette souplesse des alliances, c'est aussi un des secrets. Et c'est vrai que quand on observe ce que fait Star Alliance aujourd'hui, il y a quand même des leçons un peu à prendre pour nous Français. On est en train de souffrir avec SkyTeam, même du départ de certaines compagnies. Un des membres importants de SkyTeam était la compagnie Air Europa, qui est en train d'être précisément racheté par le groupe anglais IAG. Et ça va nous poser des véritables problèmes parce qu'une alliance, elle est solide. Si elle est solide, elle permet aux passagers d'avoir un choix, une offre très diversifiée. On peut voyager à l'aller sur Lufthansa ou sur United pour aller au Canada, et on peut rentrer au retour par un vol d'Air Canada, et tout ça dans le même billet d'avion et sans état d'âme. Voilà. Cette souplesse, elle est extraordinaire. Et Air Canada est une compagnie, sincèrement, qui a fait des progrès énormes. Alors,
C'est peut-être pour ça que notre président d'Air France est issu de cette belle compagnie. Il avait inventé aussi le produit dit rouge, Red, enfin, qui est aussi un produit tout à fait intéressant. Et je crois qu'on a des leçons à prendre aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique. C'est peut-être pour ça qu'on est allé chercher un président d'Air France. Voilà, alors au justement, Canada. parlez-nous un peu de la stratégie d'Air Canada. Jean-François Benon parlait du service RAID. C'est vrai que c'est un service à l'intérieur des avions. Et est-ce que vous considérez que vous êtes une compagnie agile? Comment sont prises les décisions? Alors, d'abord, je suis impressionné par la connaissance qu'a M. Benon non seulement des sujets économiques liés au territoire, mais également de ma compagnie et de l'alliance dont je fais partie. Donc, je suis ravi de rencontrer quelqu'un qui a une si bonne connaissance. Donc, bravo. Sur la stratégie, alors, on l'a dit, les compagnies aériennes globales telles que Air Canada ou Air France sont quand même sur un modèle de plateforme de correspondance, hein, donc avec des aéroports majeurs, et de là on tisse des toiles pour pouvoir acheminer le passager sur quasiment toutes les destinations et nous permettre d'assurer des liaisons intercontinentales, transcontinentales avec une certaine fréquence. Donc ça, la politique de plateforme de correspondance, elle n'est pas remise en question, elle existe depuis 1970, elle a été lancée par American Airlines, elle est reprise par toutes les grandes transports. Elle est néanmoins critiquée aujourd'hui parce que il y a aujourd'hui des habitants en région qui n'ont plus envie de passer par une plateforme de correspondance et qui ont envie aussi de bénéficier, comme nous, Valdoisiens, Parisiens, habitants de la région d'Île-de-France, qui n'ont pas envie de passer par une plateforme de correspondance. De faire des vol étapes, direct, ouais. voilà, parce que On veut des vols directs. Quoi qu'on dise, c'est toujours plus confortable qu'un vol avec escale. Oui, parce qu'on attend souvent dans les escales, on attend longtemps quelquefois. Exactement. Donc, toute rupture dans le transport n'est pas toujours vécue comme un moment agréable. Et puis, la rupture, c'est aussi un risque de louper une correspondance, etc. Donc, là où il y a des potentialités, eh bien, on va développer des vols directs. En province, clairement, en France, il y a des potentiels de croissance. On en a fait la preuve donc depuis 3 ans à Lyon, où d'abord on est parti avec 4 fréquences hebdomadaires, puis 5. Là, cette année, on rajoute une 6e. Ça prend du temps de construire une liaison, il ne faut pas croire. Au bout de 2 ans, en général, c'est là où on commence à récolter les fruits de son investissement, mais au moins pendant 24 mois, c'est un investissement à perte. Donc, au bout de 2 ans, on prend la décision ou non de maintenir. Hein. Il y a en général des bonnes indications sur la rentabilité future. Est-ce qu'il y a des autorisations particulières administratives à avoir à chaque fois que vous voulez vous développer, ou une fois que vous avez la première, c'est fini Alors, vous avez d'abord l'autorisation qui est liée aux accords bilatéraux, ce qu'on appelle les accords bilatéraux entre les pays. C'est-à-dire les États ça négocie un certain nombre de fréquences pour leurs transporteurs nationaux. Voilà, donc, après, il y a des accords supranationaux, hein, donc les accords dits de Open Sky, ciel ouvert, donc qui sont signés entre l'Europe et puis l'Amérique du Nord ou certains États. Voilà. Et puis après, je ne peux pas dire que nous avons des autorisations de la ville de Lyon, mais voilà, Lyon, la région sont aujourd'hui des acteurs importants de notre succès. C'est des gens avec qui on échange quasiment chaque trimestre. Et c'est quand même la 2e région économique de la France. Oui, exactement. Donc elle mérite aujourd'hui une liaison vers l'Amérique du Nord. On a parlé tout à l'heure, M. Benon l'a mentionné, des échecs qu'il y a pu avoir il y a 10-15 ans lorsque d'autres compagnies, Delta, American, Air France, ont essayé de... Voilà, le marché n'était pas prêt, clairement. Aujourd'hui, on pense qu'il l'est à Lyon, mais on est convaincu qu'à Toulouse, parce qu'il y a une dynamique aussi d'Airbus, voilà, du milieu aéronautique, de l'écosystème, on pense que c'est le bon moment. Voilà, donc on vient avec 5 fréquences, on espère bien entendu un jour arriver avec un vol quotidien. Pour Marseille, Nice, on a les mêmes espoirs. Après, certaines régions sont à dominante plutôt touristique, avec moins de courant à faire, et comme vous l'avez mentionné très justement, l'avant de la cabine est aujourd'hui pour une compagnie aérienne comme Air Canada une donnée fondamentale. C'est-à-dire que les passagers classe FR qui payent plus cher sont aujourd'hui une clientèle essentielle à des opérations annuelles. Une clientèle qu'on bichonne partout de toute façon, je pense. Hein. Exactement. Merci Jean-François Rodin. Je vous propose qu'on fasse notre 2e pause musicale et on revient avec vous dans quelques minutes. Je vous en prie, madame.
pensais que vous aviez des problèmes d'avion, justement, vous n'avez pas ces 321. On a des problèmes d'avion avec le 737 MAX 8. D'accord, mais vous n'avez pas été obligé de freiner un peu ce développement en France, justement, à cause du 320, de disponibilité de 321. Sur Bordeaux, on a eu de grandes difficultés l'année dernière, parce qu'on avait prévu un 737 MAX 8 qui est juste... Ah oui, oui, on voilà. Et puis on a dû trouver... vous avez mis quoi en ligne en partant de un 767-300. Voilà, qui est un appareil plus ancien, plus ancien. Et nous avons qui est peut-être plus difficile à remplir. Je confirme. Et celui-ci, ça vous permet d'être plus agressif sur les prix. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Air Canada, c'est pas uniquement le Canada. C'est-à-dire que moi, je beaucoup. Moi, le premier d'ailleurs, quand je vais aux États-Unis, en regardant les prix, si le tarif est bon, plutôt que pour un provincial, plutôt que de changer une fois à Paris, de toute façon, il faut changer quelque part. Donc, quelqu'un qui veut aller à Miami ou qui veut aller à Cuba, il peut passer par Toronto ou par Montréal. Je veux dire, il change chez Air Canada, alors. Est-ce que vous voulez dire autre chose ou pas? Pour le provincial, sujet. Le fait d'avoir cette ligne directe, ça permet, au lieu de changer à Paris, qui n'est quand même pas l'aéroport le plus facile pour changer, plus sexy, en prenant une navette ou un avion un peu pourri, de faire un vol transatlantique tranquillement et de changer, au lieu de changer dans un hub, dans un niveau de hub à Montréal. Je peux intervenir? Est-ce que vous voulez dire autre chose ou est-ce qu'on a fait un bon tour? Je pense qu'on a fait, D'accord. On a fait un bon tour. Alors, je propose qu'on fasse parler Françoise sur son livre, Le Nouveau Monde et moi. Comme ça, vous allez pouvoir rebondir tous les deux par rapport à ce qu'elle dit. Et comme ça, Jean-François, après, je vous repasse la parole sur le sujet du Japon. Ou est-ce qu'il y a un autre sujet sur lequel vous voulez vous exprimer? La Chine, le Japon. Chine-Japon. Je rentre de Chine. Les deux, oui, voilà. On peut parler de l'implantation. Enfin, voilà, on a des belles nouvelles de Chine avec la... On va implanter une belle entreprise. Donc la Chine en premier et le Japon ensuite. Oui, en un mot, enfin, de toute façon, vous étiez dans les deux pays. Et là, on peut parler des deux. Donc, on va demander à Françoise de revenir. Et sur Lyon, vous avez quoi, un 777 Non, bien à 330. À 330. 300, et puis... Et les remplissages sont bons. Ouais, partout. Ouais. Alors Lyon a longtemps été très en retard sur la cabine avant. Hein. Oui, je sais, c'est un problème. Après, Delta en a bavé. avec 4 vols par semaine, c'est toujours difficile de lutter face à... Tu nous as mis qui? Et vous êtes vraiment les plus courageux, parce qu'en France, sincèrement, je ne vois pas d'autres compagnies qui a ouvert des lignes transatlantiques comme vous. Il n'y en a pas d'autres. On a la chance aussi, sincèrement. Merci. Non, mais c'est vrai, on est observateur, c'est tout. Mais... On y retourne. Vous êtes prêts? Nous voici de retour au bar de l'économie. La pause musicale, c'était l'extrait du dernier disque que Jean-Louis Aubert vient de sortir avec son titre, bien sûr. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-François Benon, directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise, de Jean-François Rodin, directeur général d'Air France Canada, et de Françoise Louis Chambon, qui vient de sortir son livre qui s'appelle Le Nouveau Monde et moi, ou Dans la jungle des GAFAM aux éditions libres et solidaires, un livre à se procurer ou à offrir pour Noël pour 18 €. Alors, Françoise Louis Chambon, finalement, avec humour, vous vous moquez de notre société. Un livre en 9 chapitres, vous dites c'est comme un manuel de survie à l'usage des générations présentes ou futures. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que on vient d'avoir une démonstration avec ces messieurs du meilleur du nouveau monde. C'est-à-dire que malheureusement on déplore souvent aujourd'hui la perte du sens du service de la part des fournisseurs d'accès Internet, des failles, des opérateurs téléphoniques, enfin de toutes ces grandes sociétés. Et ces deux messieurs viennent de faire la preuve qu'au contraire, ils se préoccupent par exemple, du client qui est en province, le délaissé, qu'on veut éviter aux passagers des escales à n'en plus finir et qui gâchent un peu le voyage, c'est vrai. J'ai cru, d'ailleurs, j'ai une question. Allez-y. J'avais cru comprendre qu'il y avait une tendance aux gros porteurs pour des raisons économiques. Et là, justement, on venait de faire la preuve que vous repassez à des avions à taille humaine, beaucoup plus humaine, je vais dire. Et
Alors c'est faux, c'est pas moins rentable quand on a des petits avions, enfin des plus petits avions. Alors les progrès techniques, on a parlé tout à l'heure de l'A220-300, nous permettent aujourd'hui d'envisager des liaisons qui n'étaient pas auparavant possibles. Hein. Là où, par exemple, on aurait dû mettre un appareil de trop grosse capacité, donc on n'aurait donc pas pu remplir et qui n'aurait été pas rentable. Aujourd'hui, avec l'A220, on a la capacité d'avoir le même rayon d'action qu'un gros porteur, mais avec une capacité de siège moindre, donc, voilà, donc une nécessité économique moins forte, et puis des consommations de carburant qui sont aujourd'hui divisées par peut-être 30%. Et c'est bon pour la planète. Oui, il y a un aspect effectivement environnemental qui n'est pas négligeable, mais il y a un vrai progrès aéronautique qui nous permet d'envisager des liaisons qui ne l'étaient pas il n'y a même pas 5 ans. Voilà. Donc, oui. Alors Françoise Louis Chambon, vous, dans votre livre donc Le Nouveau Monde et moi, vous dites, vous moquez de toutes, vous mettez en avant d'ailleurs nos addictions ou nos travers finalement. Et vous dites, l'avènement du numérique est sans doute la révolution sociétale et pacifique aux effets les plus rapides et aux conséquences les plus lourdes que l'humanité ait connues. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça, par les conséquences les plus lourdes? Alors, quand je parle de conséquences les plus lourdes, évidemment, je fais référence au présent, mais je fais surtout référence au futur et à ce que, en partant de ce que nous connaissons aujourd'hui, dont on va un peu parler, on peut se projeter, et les scientifiques se projettent évidemment, et on peut à peu près imaginer que ce monde sera bouleversé, et en commençant par l'humanité, qui elle-même va évoluer et peut-être même en tout cas ne plus avoir le premier rôle. Donc, alors vous mettez en avant, oui, alors justement, vous mettez en avant la génération actuelle, vous dites c'est I want what I want when I want, c'est-à-dire je veux ce que je veux et tout de suite. Bon, ça c'est particulier des enfants, mais finalement on reste des grands enfants toute sa vie finalement. Alors vous parlez de la génération Z, la génération Y, et puis vous inventez, je pense, une nouvelle génération, c'est la génération des C. Alors communication, connexion, créativité aussi. Collaboration, créativité. Oui, en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on les appelle aussi les C. Oui, alors les Z, ce sont ils sont nés aux alentours de 2000, c'est-à-dire un peu avant le 11 septembre, pendant ou un peu après. Et c'est pour ça que c'est une génération particulière, puisque ils sont nés avec le terrorisme, je dirais, c'est terrible, mais le terrorisme a rythmé leur premier pas. Ils n'ont pas connu le monde sans le sida, évidemment. Et ils sont nés avec un téléphone portable collé à l'oreille. Enfin, donc quand ils sont nés, autour du berceau, il y avait des bonnes fées, des parrains, et c'était les GAFAM, c'est-à-dire qu'ils ont guidé leurs premiers pas. Ils sont là dans des jeux, pour toujours les accompagner, leur faire goûter au plaisir numérique. Et voilà, donc ils sont élevés par les GAFAM. Alors en même temps, c'est très drôle, vous dites notre nouveau monde est dogmatique et vous expliquez pourquoi. Vous parlez des geeks, des lanceurs d'alerte, les véganes, l'automobile, que la théorie du complot revient, tout ça avec humour bien sûr. Et puis les soi-disant services qu'on nous impose ou qu'on nous propose sans consigne, comme par exemple, vous prenez des exemples, alors SFR, Disney, bref, on est au monde de l'arnaque, vous dites. Oui. Alors, c'est-à-dire que forcément, dans ce monde numérique, alors il y a les dogmatiques, les geeks, j'aime bien quand ça rime comme ça, mais comme dans toutes les nouveautés, il y a des gens bien intentionnés tout de même, et puis vous avez aussi des escrocs qui se faufilent et qui profitent évidemment des failles, et bon, voilà. Et donc, alors pour reprendre les travers, bon, c'est vrai que je crois que l'addiction aux écrans, par exemple, c'est quelque chose que personne ne peut nier aujourd'hui. Et je commence le livre d'ailleurs en comptant et en rappelant un fait divers malheureux
qui s'est passé en 2018. Un jeune homme qui s'appelait Andy, qui avait 22 ans, qui se trouvait dans le couloir du RER à la station Châtelet-Léal. Et puis il a croisé un autre jeune homme et il l'a bousculé sans le faire exprès. Ils se sont heurtés. Bon, on peut s'excuser, on peut dire non, ça s'est pas passé comme ça. Le jeune homme qui avait été bousculé a sorti un couteau. Il a poignardé Andy et Andy est mort. Ça, c'est un fait divers terrible. Mais ce n'est pas ça le plus terrible, je dirais. Il y a plus terrible. C'est que ce jeune homme n'a pas été poignardé dans un coin, dans un recoin secret, à l'abri des regards. Il y avait plein de gens autour de lui. Il y avait plein de gens pendant qu'il a été assassiné. Ces gens ne lui ont pas porté secours. C'est déjà pas bien. Ils n'ont pas passé leur chemin en faisant semblant de l'indifférence, ils étaient là. C'est pire. Ils ont sorti le téléphone portable et ils ont filmé l'agonie du jeune homme. Et ils les ont partagés ensuite sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un fait divers, si vous voulez, tout à fait... Bon, c'est dramatique et je commence le livre par ça. Le livre n'est pas dramatique, mais il faut quand même savoir ça. Oui, dans votre livre, vous donnez plein d'exemples justement de notre société pour révéler tous nos travers et tous nos défauts, tout en étant humoristique. Et c'est vrai que l'indifférence et le fait de la première réaction de partager sur les réseaux des événements dramatiques, c'est quand même une nouveauté. Voilà. Et il y a un psychiatre qui s'appelle Serge Effès que j'ai entendu sur une radio à ce moment-là commenter cet événement. Et il a dit cette phrase en parlant des gens qui étaient là. Ils ne font plus la différence entre les films de fiction et la réalité. Bon, donc ça fait partie, si vous voulez, des travers de notre société numérique. C'est-à-dire que nous qui sommes plus âgés, voilà, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais vous dites, c'est parce qu'eux, ils ont vécu là-dedans dès leur bébé, dès leur plus jeune âge. Ils mélangent, si vous voulez, le réel et le virtuel. On le voit aussi avec les ados qui sont sur Snapchat, qui sont sur toutes ces applications, qui prennent des selfies à longueur de journée et de nuit, avec leur petit chat, avec leur petite amie, avec un people qu'on s'entend quand ils passent par là, devant un café, voilà. On voit aussi d'ailleurs dans les restaurants, tout le monde en a vu, ces couples, ces jeunes couples, l'un en face de l'autre avec le téléphone portable qui ne se regarde pas et qui... Voilà. Mais je disais ça pourquoi? J'ai oublié le début de la phrase. Mais parce que vous montrez nos travers et puis voilà. la société dans laquelle on vit sans s'en rendre compte. Voilà, donc il y a cette addiction, évidemment. Et en plus, le fait, les réseaux sociaux, puisque c'est quand même un des gros problèmes aussi, ces réseaux sociaux, alors favorisent, parce qu'on parle aussi de toutes ces coteries qui se développent dans notre époque actuelle. Je peux parler des platistes, par exemple, qui croient toujours que la Terre est plate. Je peux parler aussi des créationnistes qui ont des ancêtres. Ces ancêtres s'appellent Adam et Ève et ils vivaient il y a 3 millions d'années entourés de dinosaures dans un paradis qui s'appelait l'Éden. Voilà. Et alors on va me dire mais ça c'est pas nouveau, et c'est vrai que ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que toutes ces coteries, alors je parle aussi d'autres, les complotistes notamment, se rassemblent dans des groupes qui sont dans les réseaux sociaux, et ils partagent évidemment leurs idées. Ils se confortent les uns on renforce, enfin ils se renforcent leurs idées et c'est comme ça que des idées voilà, complètement fausses arrivent. C'est comme ça que vous avez des complotistes, ça c'est terrible, qui imaginent que tout ce qu'on leur dit c'est faux, qui eux-mêmes gobent d'ailleurs les fake news, mais qui ne croient jamais ce que leur disent évidemment les politiques et surtout pas les journaux, parce que les journaux, ça... À bas les médias. Et donc, les médias. Et donc, vous avez un exemple, par exemple, que je peux citer, que je cite. C'est, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce garçon qui s'appelait Mamoudou Bessama, qui était un jeune Malien de 22 ans
et qui a escaladé un immeuble à main nue pour aller sauver un enfant qui était suspendu à un balcon. Absolument. La France a dit c'est merveilleux. L'Élysée l'a fait venir immédiatement et je pense que maintenant il doit avoir la nationalité française puisque c'était prévu effectivement. Voilà, tout le monde est content. Non, les complotistes, attendez, vous n'allez pas nous raconter cette histoire-là. Faut pas nous la faire. Nous, attendez, on sait bien, mais non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Mais parce que vous voyez bien, l'enfant il est suspendu, il y a un voisin à côté, il aurait pu le prendre, et l'enfant est suspendu. C'est pas possible, cet enfant n'a pas pu rester comme ça. Donc, il y avait un harnais, on ne doit pas voir. Et puis, d'ailleurs, c'est pas un enfant, c'est un mannequin. Et d'ailleurs, le voisin, mais c'est pas un voisin, c'est Ben Allah, vous savez, le sulfureux Ben Allah. Ok. Voilà. Et quand on a passé ensuite, le journaliste de France 24 a passé une autre vidéo, où là on voit que l'enfant a quand même les pieds posés, etc., sur le balcon, et que évidemment ça s'est passé exactement comme ça, mais les complotistes ne le croient pas. Ne le croient pas. Mais alors, autre chose qui est assez drôle, si je puis dire, vous dites, alors maintenant, ce qui vous fait rire, c'est on parle en langage SMS ou en écriture inclusive et on parle le Frenchay. Qu'est-ce que c'est le Frenchay pour vous? Alors, le Frenchay, ça fait suite, je dirais que c'est le franglais d'aujourd'hui. Ce qu'on appelait franglais, c'était évidemment quand on entrecoupait parfois des mots anglais. Et maintenant, ça devient un deuxième langage. C'est-à-dire, je pense par exemple au langage de l'entreprise. Il n'y a plus de chef de. Non, ce sont des managers, ce sont des coachs. On a des nouveaux. En fait, on a des executive assistants. C'est vrai. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus élégant. En fait, on a une mauvaise manie, au niveau marketing, on change tous les titres et tous les noms tout le temps. D'ailleurs, regardez, on parle plus d'informatique, on parle d'intelligence artificielle. Plus personne n'utilise le mot informatique maintenant. C'est presque ringard. Oui. C'est ringard. Il y avait la mécanographie à une époque. Voilà, c'est ça. Et pour ce French, cette addiction aux anglicismes qui ne sont pas nécessaires, parce que il y a des mots anglais de féminin, haut de gamme de préférence, pour découvrir que ces magazines sont peuplés de It Girls, chaussés de It Shoes, armés de It Bags, qui ont les smoky eyes, le teint glowy et la bouche nude. Et ça, c'est le chic parisien. D'accord. Donc ça, c'est le chic parisien. Mais plus grave quand même, c'est que vous mettez en avant, par exemple, l'affaire du Levothyrox ou l'affaire de Tesla. Racontez-nous un peu l'histoire de Tesla. Et pourquoi c'est grave? L'histoire de Tesla, ça s'est effectivement passé, c'était en 2017. Il y a eu un ouragan en Californie qui s'appelait l'ouragan Irma. Les voitures Tesla sont des voitures... Tesla était dirigée par Elon Musk, qui ne fait pas partie des GAFAM, mais qui n'est pas dans les GAFAM, mais qui peut s'allier à eux, bien qu'il soit souvent en bagarre avec eux. Il y avait les Tesla sont des voitures très chères, des voitures électriques très chères, et certains modèles ont des batteries de 75 kW, une capacité de 75 kW, et en fait, elles sont bridées à 60. Pourquoi? Parce que si on veut avoir la capacité entière de sa batterie, il faut débourser entre 5 000 ou 9 000 $ supplémentaires. Voilà. Quand l'ouragan menaçait, on a dit aux gens de sauter dans leur voiture et de partir le plus loin possible. Et là, M. Musk, en tout cas son entreprise, a à distance débrité les batteries pour permettre aux conducteurs de ces Tesla de faire 50 km de plus. Inutile de dire qu'il l'a fait sans l'intervention, évidemment, du chauffeur, du conducteur. Il ne lui a pas non plus demandé son avis. Là, il se trouve que le conducteur était ravi, et les gens étaient ravis, évidemment. Mais ce geste citoyen a aussi inquiété. Et je pense qu'il
a de quoi nous inquiéter, puisque ça veut dire qu'une entreprise peut prendre la main sur vous à distance et vous faire n'importe quoi sans que vous ayez les moyens d'intervenir. Et cette prise en main dont je viens de parler, c'est un des péchés les plus importants, les péchés non pas véniels, mais capitales des GAFAM. Je rappelle que les GAFAM, c'est Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Apple et Microsoft. Voilà. C'est-à-dire que là où est le danger, c'est qu'ils nous apportent beaucoup de bienfaits, évidemment, dans cette société numérique. Nous les connaissons tous. Mais en même temps, ils nous formatent, ils nous guident, ils prennent le contrôle. Est-ce que finalement, donc Françoise Louis Chambon, je rappelle que votre livre Le Nouveau Monde et moi décrit donc avec humour toute cette nouvelle société, mais finalement, est-ce qu'on peut s'en passer pour vous ? Qu'est-ce que c'est le futur pour vous, finalement ? D'abord, est-ce qu'on peut s'en passer ? Moi, j'ai des amis qui s'en passent. Ce sont des artistes, je le précise, parce que c'est très important. Ils ont les moyens intellectuels, je dirais, de se passer de ce monde, enfin des contacts qu'on a, des mails, des appels téléphoniques, etc., etc. Bien sûr, on peut s'en passer. Je crois que c'est difficile. Quand même. Et puis c'est refuser aussi des commodités formidables. Je veux dire que les réseaux sociaux, ça permet aussi à des petits-enfants de communiquer avec leurs grands-parents, d'envoyer des photos, même s'ils habitent au Canada, les uns au Canada et les autres à Paris. Donc c'est dommage. Il faut simplement apprendre. Il faut bien intégrer que les GAFAM ne nous veulent pas du bien. Ils nous font du bien, mais ils ne veulent pas notre bien. Ils nous instrumentalisent quand même. Et donc, il faut apprendre justement à prendre ce qu'ils nous donnent de meilleur et à éviter le pire, c'est-à-dire ne pas leur donner, ne pas les appâter, ne pas leur donner matière à nous utiliser. C'est-à-dire laisser le moins de traces électroniques possible, ne donner aucun renseignement sur ce qu'on pense politiquement, religieusement, sur le moins possible. Moi, je suis toujours un peu effarée de voir sur les réseaux sociaux les photos de petits-enfants que postent les parents ou les grands-parents. Dans les journaux, on les floute, vous le savez. Et là, je trouve que c'est... Voilà, on s'expose, on expose sa vie intime. Et évidemment, ça, c'est du pain béni pour les GAFAM. Bien sûr, et donc on s'expose de trop. Merci Françoise Louis Chambon pour de nous mettre le doigt sur nos gros défauts, c'est vrai, je reconnais. Mais vous parlez aussi d'ailleurs des services qu'on nous impose. Jean-François Rodin, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des soucis avec des services ? Je pense qu'on a tous vécu des histoires drôles. Ah oui, et même très récemment, avec un opérateur dont je ne mentionnerai pas le nom, et qui m'a envoyé 2 équipements. J'avais pris la fibre optique, j'habite dans un petit village du Val d'Oise, et même dans ces petits villages du Val d'Oise, on a la fibre optique, et je tiens à mentionner. Et donc j'avais reçu 2 kits d'équipement, alors que j'aurais dû en recevoir qu'un seul, et donc naturellement, les jours qui ont suivi, j'ai reçu un certain nombre de messages SMS me demandant de revenir au magasin ou de renvoyer ces équipements, ce que j'ai bien entendu fait rapidement. Et puis depuis, j'ai continué de recevoir des messages qui crescendo sont venus à me menacer de frais, et malgré un déplacement dans une agence avec donc des humains, cette affaire continue. Voilà, donc je suis menacé aujourd'hui de devoir acquitter la somme de 320 € parce que mon opérateur télécom m'a envoyé 2 fois un équipement que je n'ai jamais demandé, ou en tout cas j'ai demandé un seul exemplaire, et c'est une affaire qui dure depuis 1 mois et demi. Donc c'est vrai. Bonne chance alors. Voilà, c'est vrai que parfois on se trouve
un petit peu dépassés par cette... Alors c'est vrai, Françoise Louis Chambon, d'ailleurs, dans votre livre Le Nouveau Monde et moi, à se procurer aux éditions Libres et Solidaires, vous pointez du doigt ce type de service, c'est exactement ce qui vous est arrivé, vous verrez. L'exemple est dans le livre avec une autre compagnie, sans doute. Et donc, en même temps, on voit que quand on appelle quelque part, on atterrit sur des plateformes. C'est la digitalisation, mais je me demandais si c'était international. Est-ce qu'au Canada ou dans votre société, c'est la même chose? Ou est-ce que c'est particulier à nous, en France, où on a des plateformes partout? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'en pensent les salariés? Alors malheureusement, je pense que c'est un phénomène qui est international. C'est mondial. Au Canada, bien entendu, la digitalisation a fait son œuvre. Dans le transport aérien, comment ça se manifeste? Eh bien, effectivement, on a de plus en plus d'applications et il y a une désintermédiation, c'est-à-dire que voilà, il n'y a plus d'agent de voyage, ou l'agent de voyage, c'est un robot sur un site internet. Alors chez Air Canada, comme dans d'autres compagnies aériennes, c'est pas spécifique à l'entreprise que je représente, on essaie de maintenir quand même des call centers parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont envie encore de voir un humain et d'acheter une prestation à un humain et pas simplement à un ordinateur. Néanmoins, il est vrai que ça a des impacts en termes de coûts. Opérer un call center, un centre d'appel, je me corrige, un centre d'appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des personnes qui parlent plusieurs langues, c'est très coûteux, c'est sûr. Voilà. Des coûts qu'on a du mal parfois à répercuter dans la prestation qu'on facture au client. C'est-à-dire que nous tous, moi y compris, j'ai souvent envie du meilleur produit, du meilleur service. Néanmoins, est-ce que je suis prêt à payer ce service? C'est une grande question. Aujourd'hui, on est de plus en plus vers un nivellement par le bas, au niveau tarif, et également au niveau prestation de service. C'est un fait. Voilà. Alors Françoise Louis Chambon, dans votre livre Le Nouveau Monde et moi, on y trouve des décryptages, des témoignages, des conseils pratiques. Quel est le conseil finalement que vous voudriez nous donner pour le futur ou pour le présent? Pour le présent, donc ça passe par exemple par justement être très prudent sur ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, être très prudent aussi pour éviter, lors des mises à jour, éviter évidemment des arnaques, etc., des sites malveillants qui peuvent s'installer, enfin voilà. Et puis, pour le futur, il n'y a pas vraiment de conseils, mais ce que je veux dire surtout, pourquoi j'ai dit le manuel de survie à l'usage des joyeux rebelles, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus être du tout pessimiste. Il ne faut pas dire c'était mieux avant, parce que ce n'est pas vrai. Parce que notre époque recèle de progrès formidables. C'est vrai que je pense à la cause des femmes, où tous les progrès se sont faits l'égalité des textes, voilà. Des sexes, les nouveautés en médecine, en sciences. Les progrès scientifiques, les progrès en médecine qui permettent, on le sait, aux populations de vivre de plus en plus longtemps. C'est aussi l'art, enfin ce développement de l'art, le street art, la street dance, la délocalisation des musées, des lieux d'exposition dans des régions. Oui. Non pas une information et une éducation beaucoup plus facile, vous voulez mettre en avant grâce à ça. Pour les sociétés éclairées, évidemment, et qui veulent justement rester éclairés, puisque par ailleurs on a aussi un terrorisme, si vous voulez, qui lui refuse justement tout ce progrès. Merci beaucoup d'être venue ce matin, Françoise Louis Chambon. Je rappelle votre livre, Le Nouveau Monde et moi, dans la jungle des GAFAM, à lire, c'est drôle, ou à offrir. C'est aux éditions Libres et Solidaires. On va faire une petite pause musicale, notre dernière pause musicale, et on revient dans quelques secondes. Il ne va pas nous rester longtemps.
Donc, si tu veux pas, il va te rester 3 minutes pour parler de la Chine. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Avec ta confrère, tu sais, de France 3. Ah, bah tu me diras après. Parce qu'il y a la conférence de presse de Pécresse. Oui, sur, je voulais y aller, mais je sais pas si je vais pouvoir. Elle fait un papier, je lui ai donné une entreprise à Gonesse. Faut que je me speed pour être là-bas à midi. Mais... Ouais, je m'en doute. Je sais pas, t'y es déjà allé, toi? Ouais, à Saint-Ouen? Non, c'est pas à Saint-Ouen, c'est pire, c'est dans le 7e. Ah oui, j'ai vaguement vu ça. C'est loin, donc ça fait loin. Il faut que tu prennes tu prends le métro à Gennevilliers, c'est direct. Moi, C'est trop long, il est trop long ce train, c'est le train. C'est long, non, c'est pas le train, c'est le métro. Dans le 7e? Ouais, c'est direct, c'est rue Barbet-de-Jouy. Tu prends le métro, la ligne 13, tu le prends à Gennevilliers. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à faire comme ça. Moi, je me gare là et je prends le métro et c'est après. C'est la gare à côté du McDo? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. Bon, on n'a pas beaucoup de temps là. T'as 3 minutes pour. Parce que moi, je me dis, est-ce que j'y vais si c'est pour qu'elle répète tout ce qu'ils ont dit? Je sais pas ce qu'elle va dire. J'ai aucune idée. Je sais pas. Attention. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-François Rodin, directeur général d'Air France Canada, de Françoise Louis Chambon, auteur du livre Le Nouveau Monde et moi aux éditions Libres et Solidaires, et de Jean-François Benon, directeur général du comité d'expansion du Val d'Oise. Alors Jean-François, nous avons 4 minutes pour conclure cette émission. On aimerait connaître le futur suite à votre voyage en Chine et au Japon. Oui, nous avions effectivement une mission collective avec l'ensemble des forces économiques du Val d'Oise, comme nous le faisons une fois ou 2 fois par an, avec le MEDEF, avec la CPME, avec la Chambre de commerce. Quel est l'intérêt de ces opérations? D'une part, c'est de permettre de trouver des nouvelles pistes pour des entreprises du Val d'Oise qui s'intéressent à des coopérations internationales. Et de ce point de vue-là, il y a eu de très belles choses et un très beau partage autour de 2 segments, l'aéronautique et la cosmétique. Mais nous y étions ici, et c'est le cœur de notre métier, sur l'attractivité du territoire, pour effectivement permettre à de nouvelles entreprises japonaises et chinoises d'investir. Et c'est d'autant plus paradoxal que je rappelle que le projet EuropaCity, c'était quand même 1,5 milliard d'euros d'investissement d'une société chinoise que nous avions été visiter avec le président du conseil départemental de l'époque, Arnaud Bazin, pour les convaincre d'investir dans le Val d'Oise. Bon, on ne reparlera pas du dossier EuropaCity à ce stade. Mais en tous les cas, c'est vrai que les investissements chinois et japonais nous intéressent. Nous avons plus d'une 60aine de sociétés japonaises déjà installées dans le Val d'Oise. Nous continuons à en cibler de nouvelles dans des différents segments. Et nous avons fait la promotion de notre territoire en visitant au moins une 15aine de sociétés japonaises que nous avions identifiées et que nous sommes allés visiter. Et nous l'avons fait, comme on dit, en escadrille ou en meute, pour parler un peu vulgairement, parce que c'est intéressant, quand on va prospecter une société japonaise, d'arriver avec le président de la Chambre de commerce, avec les représentants des entreprises du secteur aéronautique, pour leur montrer que ce n'est pas uniquement une démarche commerciale d'attractivité d'une agence de développement toute seule dans son coin, mais que c'est un territoire qui se déplace avec l'institutionnel, un élu, un président de Chambre de commerce, un chef d'entreprise, un représentant du MEDEF et évidemment l'agence de développement qui coordonne tout ça. Et je crois que cette force de conviction, elle parle à des entrepreneurs. Nous avons rencontré dans nos réunions sur place de vrais prospects, c'est-à-dire des entrepreneurs japonais qui ont des projets. Et ça fait le lien très précisément avec évoqué notre ami d'Air Canada, parce que les Japonais aujourd'hui sont très forts dans le domaine aéronautique, ils travaillent beaucoup pour Boeing historiquement, d'une vieille histoire, mais ils en ont un petit peu marre et ils ont un petit peu peur de ce qui se passe au niveau mondial aujourd'hui en matière d'aéronautique. Et les Japonais, les entreprises sous-traitantes aéronautiques que nous avons visitées, on a visité une dizaine spécifiques aéronautiques, nous ont toutes tenu le même message. Elles veulent aujourd'hui diversifier la vente de leurs produits de sous-traitance aéronautique vers l'Europe, et notamment vers le programme Airbus et d'autres. Et donc c'est le bon moment pour aller les voir, pour les convaincre de regarder le marché européen et de leur montrer comment il peut y avoir des coopérations avec des sociétés européennes déjà bien implantées qui peuvent les aider à ouvrir des portes, parce que la qualité des produits japonais en aéronautique est évidemment totalement impressionnante. Voilà, donc on a marqué des points. On a marqué des points également en Chine, puisqu'on travaille avec une entreprise très précise qui s'appelle Fatri. Et Fatri est un leader mondial dans le domaine des capteurs, des sensors, comme ils disent. Et cette société a décidé d'implanter sa filiale européenne en France et en plus dans le Val d'Oise. Donc on est ravis, on travaille avec eux. On a été reçus par le président de cette société qui nous a confirmé que le
choix du Val d'Oise semblait s'imposer pour lui, pour tout un tas de raisons, et notamment y compris les connexions avec le monde universitaire et technologique. Il a signé il y a quelques jours, lors de la visite du du gouverneur de la province du Fujian, dont il est originaire, une convention avec le MEDEF Val d'Oise, qui va l'aider à trouver des contacts dans le domaine industriel sur place. Eh bien, le MEDEF et nous à côté, on va tout faire pour que cette société chinoise, Fatry, s'implante dans le Val d'Oise pour sa filiale européenne. Formidable, de nouveaux emplois à venir. Donc merci beaucoup Jean-François Benon, merci à tous pour votre présence en studio ce matin. On vous retrouve, le bar de l'économie revient lundi, demain il n'y a pas d'émission. Donc on vous retrouve dès lundi avec bien sûr d'autres sujets. Et d'ici là, on vous souhaite une très belle journée, un bon week-end. Je vous embrasse, à bientôt. Et contactez-nous si vous voulez passer ou faire des commentaires au bar de l'économie. Très belle journée à tous. Merci. Merci.